Alors ce livre parle de deux objets. Un objet qu'on pourrait qualifier de légitime, qui est la Révolution mexicaine. Alors pour le décrire de manière très générale, ici il s'agit de on pourrait dire la première révolution sociale du XXe siècle, dans le sens où elle précède la révolution russe, les révolutions russes. Et cette révolution s'est caractérisée par un effondrement soudain de l'État, c'est-à-dire que le régime qui préexistait, qui a duré de nombreuses décennies, qui s'appelait le Porfiria, a disparu à la suite d'un soulèvement armé. Et disons, ce soulèvement armé a ensuite conduit à une phase d'instabilité très importante qui s'est traduite par une lutte entre des factions révolutionnaires. Cette lutte a été extrêmement sanglante dans la mesure où on estime qu'elle a provoqué la mort d'environ 1 million de personnes sur une population mexicaine qui en comptait 15. Donc c'est dire si entre cette révolution qui commence en 1910 et 1920, qui est la phase de guerre civile, on a en fait une expérience de la mort de masse tout à fait comparable à celle de la Grande Guerre pour l'Europe. Donc ça, c'est, disons, l'objet légitime, la Révolution mexicaine. Donc d'abord une phase de guerre civile, et ensuite une phase de construction d'un État révolutionnaire qui va se légitimer en faisant appel en répondant plutôt à des revendications sociales, donc de réforme agraire, revendications aussi de protection des ressources de la nation, comme le pétrole, et également un nationalisme extrêmement fort, aussi bien de protection, de défense vis-à-vis des États-Unis, qui sont appelés le colosse du Nord, hein, donc le visage de l'impérialisme, qu'un nationalisme qui va être excluant vis-à-vis de certaines minorités. Je pense notamment aux communautés syro-libanaises ou chinoises, avec une dimension de construction de la nation mexicaine qui serait métisse et qui intégrerait les indigènes en son sein. Donc ça, c'est pour cet objet, la Révolution mexicaine, qui commence en 1910, qui a une phase de guerre civile jusqu'en 1920 et qui se termine au milieu des années 1940, quand, disons, le radicalisme des gouvernements s'effrite. Et dans ce livre, il y a un objet qu'on pourrait qualifier d'illégitime, qui est le mouvement étudiant, c'est-à-dire la manière dont un mouvement national étudiant s'est constitué au Mexique au même moment. Alors je dis bien au même moment, et l'intérêt du livre, c'est de dire que ces deux processus, d'un côté la Révolution mexicaine et de l'autre la construction d'un mouvement étudiant, ces deux processus sont entrés en interaction et qu'en réalité c'est une symbiose. Et que la confluence, c'est la formation d'un mouvement étudiant, certes, mais un mouvement qui s'est positionné par rapport à la Révolution et qui s'est approprié l'idée révolutionnaire et qui s'est revendiqué de l'héritage de la Révolution. Alors ce livre est né au préalable d'une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler les années 1968, c'est-à-dire pas seulement l'année 1968 qui a été très importante au Mexique, mais aussi les années 60 et 70 du XXe siècle. Et la mémoire étudiante au Mexique est très largement associée à 1968, c'est-à-dire au massacre d'environ 200, voire 300 étudiants, massacre perpétré par le gouvernement de l'époque, qui pensait que le mouvement étudiant de 1968 était le fruit d'une manipulation de Fidel Castro, hein, donc de l'autre côté sur l'île de Cuba. Donc il se trouve que la mémoire étudiante est très associée à 1968, et durant les années 1970, de nombreux étudiants, alors pas tous évidemment, il s'agit quand même d'une minorité, s'engagent dans les guérillas, aussi bien urbaines que rurales. Et donc c'est l'image davantage d'un étudiant révolutionnaire. Et ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est essayer de décaler le regard et de faire un voyage dans le passé, d'entrer dans la nécropole et de voir comment, dans les années 1910, 1920, 1930, on pouvait voir des étudiants, non pas révolutionnaires, forcément par idéologie, par conviction, mais des étudiants en situation révolutionnaire. C'est-à-dire des étudiants qui faisaient face à une révolution populaire, à une révolution sociale, qui faisaient face à un gouvernement qui les considérait comme des privilégiés, comme des bourgeois, et qui donc se sont appropriés et ont revendiqué des choses spécifiques dans un contexte révolutionnaire.
L'apport du livre se situe à plusieurs échelles. Je dirais qu'il y a d'abord l'échelle mexicaine, à proprement parler, l'échelle nationale, dans le sens où les récits de la Révolution mexicaine, l'histoire de la Révolution mexicaine, s'est surtout concentré sur donc, des acteurs qui auraient été plus légitimes, c'est-à-dire les mobilisations agraristes, paysannes, ou les mobilisations ouvrières, et finalement à une histoire qu'on peut appeler l'histoire des subalternes, et donc qui finalement collait bien avec le récit révolutionnaire. Donc l'idée ici a été de voir un acteur qui était un acteur collectif, le mouvement étudiant, qui était en même temps proche des élites, parce que c'était une minorité qui étudiait à ce moment-là. En 1910, le pays est analphabète à 80%. Donc la part qui va dans l'enseignement secondaire, comme le lycée, ou dans l'enseignement supérieur est très réduite. Et en même temps, cet acteur collectif était considéré comme finalement un acteur mineur et aussi un peu subalterne d'une certaine manière. Donc cette tension qui était intéressante, réintroduire un acteur dans la Révolution mexicaine et essayer de faire une relecture de la Révolution à partir des organisations et des mobilisations des étudiants. Donc ça, c'est pour l'aspect proprement mexicain, où j'ai essayé d'évaluer la part du mouvement étudiant dans le processus révolutionnaire. Et il y a une autre dimension, qui est la dimension latino-américaine, dans la mesure où ces étudiants, les générations des années 1910 et des années 1930, avaient pour projet plus vaste de former une organisation latino-américaine, je dirais même plus ibéro-américaine étudiante, c'est-à-dire une organisation qui ne soit pas seulement leur organisation nationale au Mexique, mais qui serait l'intégration dans une confédération d'étudiants regroupant les étudiants espagnols, les étudiants chiliens, argentins, brésiliens, donc ibéro-américains dans le sens où on unit les deux rives de l'Atlantique. Et ce projet a finalement été en partie réussi et a été en partie guidé par les étudiants mexicains qui ont été au centre des relations internationales étudiantes en Amérique latine. Le tout avec un projet qui est aussi très important dans l'histoire de l'Amérique latine, ce qu'on appelle la réforme universitaire, alors qui est vraiment un des grands chapitres de l'histoire de l'Amérique latine au XXe siècle, qui est le fait de vouloir bâtir une université qui soit ouverte au peuple, hein, qui essaye de faire de l'extension universitaire, de se tourner vers le peuple, et qui soit aussi une université autonome, avec une part importante des étudiants dans le gouvernement de l'université. Donc autant de choses qui nous font penser aux années 1968, mais qui commencent dès les années 1910 en Amérique latine. Les meilleurs moments dans la recherche et finalement dans l'aboutissement de ce livre, il y en a plusieurs. Il y a évidemment le contact, c'est assez banal de le dire, mais le contact avec les archives dans des lieux qui ne sont pas neutres. Les archives, ce qu'on appelle l'archive générale de la nation au Mexique, à Mexico, est une ancienne prison, une prison modèle, alors construite sur un système caractéristique des prisons du XIXe siècle, avec finalement une tour centrale et une série de galeries. Et donc c'est une prison dans laquelle ont été enfermés nombre de militants, notamment de militants politiques dans les années 1970, et qui est devenu un centre d'archives, alors qui regroupe les archives, notamment présidentielles. Donc le fait de fréquenter ce lieu est rarement anodin, dans le sens où on est dans les galeries mêmes où se trouvaient les cellules des détenus. Et il y a aussi, plus spécifiquement, la rencontre avec les descendants des acteurs que j'ai étudiés, qui... alors certains sont devenus des grandes figures de l'histoire du Mexique. À gauche, l'un d'entre eux s'appelle Lombardo Toledano, l'autre s'appelle Gómez Morín, qui respectivement incarnent la gauche et la droite du Mexique au XXe siècle, disons des années 30 jusqu'aux années 60. Et voilà, le fait de parler avec leurs filles, leurs petites filles, est toujours aussi un moment marquant. Et il y a peut-être un dernier moment, une série de moments finalement, qui est le fait de toujours devoir présenter ce travail à soit des collègues mexicains, soit des amis, qui disent, quand je leur dis, j'étudie des étudiants qui ont été révolutionnaires, et tous me disent, oui, mais à ce moment-là, les étudiants étaient réactionnaires. Et donc, il y a toujours un débat qui s'enclenche sur ce qu'est un étudiant révolutionnaire.
après cette recherche, disons que je me laisse guider par d'autres fils rouges. Une notion qui est au cœur du livre et dont j'ai très peu parlé, c'est la notion de race, dans le sens où elle était dominante aussi en Europe, mais en Amérique latine. Elle était très importante au Mexique, dans la mesure où elle a justifié aussi bien des politiques migratoires. Il fallait favoriser une race métisse et donc favoriser les éléments d'origine espagnole ou indigène. Et cette notion de race a aussi accompagné les premières politiques à destination des indigènes. Et donc la Révolution mexicaine s'est aussi caractérisée par une volonté d'intégration, d'incorporation des Indiens à la civilisation, pour reprendre les termes de l'époque. Donc évidemment des termes qui traduisent un paternalisme, mais qui ont débouché sur des politiques spécifiques qu'on appelle indigénistes. Et c'est, disons, mon objet d'étude actuel, voir comment ces politiques ont été bâties et comment des jeunes indigènes, des étudiants indigènes, se sont eux-mêmes appropriés cette catégorie de l'action publique pour en faire une catégorie de revendication.